Bonjour les addicts, me voilà de retour pour ma nouvelle vidéo décryptage qui concerne l'épisode 8 de la saison 1. Mais avant ça, je tenais à vous remercier toutes et toutes très chaleureusement car la vidéo du mariage a fait plus de 500 vues. Au total, c'est plus de 10 000 vidéos vues sur la chaîne YouTube depuis son lancement. Ça me dépasse un peu, j'avoue, mais ça me fait franchement très très chaud au cœur. Avouons-le, l'épisode du mariage nous a laissé sur un petit nuage, mais aussi sur un déchirement, le déchirement de Claire entre ces deux hommes, ces deux mondes, ces deux époques. Et justement, l'épisode 8 donc, s'appelle « D'un monde à l'autre », « Both Sides Now » en anglais. Et en effet, rupture totale avec l'épisode précédent. D'ailleurs, ça commence avec une sonnerie de téléphone et j'avoue que la toute première fois où j'ai vu cet épisode, je me suis dit « mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc effectivement, les scénaristes nous emmènent, ils nous font faire des allers-retours entre le XVIIIe et le XXe siècle. Et c'est réellement un épisode qui nous permet de découvrir Frank, d'avoir du contexte par rapport à Frank, de voir ce qu'il fait, ce qu'il ressent. Et puis, ça nous fait aussi entrevoir les raisons pour lesquelles Claire veut rentrer vers cet homme, vers son époque. C'est une réelle entorse à la trame narrative à laquelle on est habitué, et parce qu'habituellement, on nous fait tout voir, ou presque, du point de vue de Claire, qui est notre narratrice préférée. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, même si on nous balade d'une époque à l'autre, les transitions qui nous sont présentées sont vraiment très, très travaillées. On n'est pas brutalisé lorsqu'on passe du XVIIIe au XXe siècle. Très souvent, on a des plans qui passent d'une alliance, l'alliance de Claire, vers l'alliance de Frank, le verre de whisky que Frank boit vers la chope de Angus, je crois. Plein de plans comme ça, très, très jolis et voilà, tout en douceur. Et puis quand éventuellement les transitions comme ça ne sont pas possibles, on a un écran noir qui dure quelques secondes et voilà, qui nous fait bien penser qu'on va passer dans une autre époque. Cet épisode nous montre, en tout cas au début, sur la première moitié, je dirais à peu près, un gros contraste entre la lune de miel de Claire et Jamie, qui sont vraiment sur un petit nuage, qui se découvrent, qui se font des câlins. Et puis de l'autre côté, le désespoir de Frank. Et c'est évident qu'on est en empathie pour cet homme-là qui est vraiment désespéré, qui est triste à mourir. Et si on n'avait pas trop vu auparavant, et moi-même j'étais la première à dire que je le trouvais un peu froid, quand on a vu cet épisode-là, on peut plus ne pas aimer Frank, le personnage, et on ne peut pas ne pas comprendre pourquoi Claire veut rentrer. Ce qu'on retrouve aussi dans cet épisode, bien sûr, ce sont les beaux paysages de l'Écosse. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a quelques plans, là encore, magnifiques. Et moi, je retiens surtout celui où l'on voit Claire et Jamie sur une ligne d'horizon, là, lorsqu'ils sont sur la colline, juste après l'attaque des tuniques rouges. Il y a aussi toujours un très beau travail sur les mains. Donc, c'est la même réalisatrice que pour l'épisode du mariage, Anne Foster. Et il y a vraiment des passages... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que Claire et Jamie font l'amour avec leurs mains, tellement c'est beau, c'est subtil, c'est bien filmé. Et ça se fond bien, en fait, dans l'épisode. Ça nous donne à voir qu'ils sont très tactiles et il y a beaucoup de choses qui passent par le toucher. On retrouve encore des procédés de film et des mouvements de caméra qui sont intéressants et qui apportent vraiment quelque chose au scénario. Alors, il y a la scène de la bagarre entre les hommes du clan Mackenzie et puis les hommes d'un autre clan, lorsqu'ils sont tous attaqués. Alors, c'est une scène de nuit. Pour moi, c'est une scène qui est très confuse. On voit pas grand-chose. Mais justement, il y a un peu de folie, d'emballement et voilà, c'est fait pour nous dérouter. Et c'est finalement pas une scène qui apporte grand-chose dans cet épisode, mais elle permet aussi de déboucher sur la formation du maniement du couteau de Claire, de Claire par Angus.
Et je voulais parler d'un autre procédé, c'est celui où Claire est quasiment violée par la tunique rouge, où il y a une espèce de flou, de slow motion. Enfin, on est vraiment de son point de vue à elle, et on peut vraiment ressentir son état, en fait, elle est perdue, elle est déboussolée, et est-ce qu'elle vit la scène, mais c'est un peu comme si elle était déconnectée. Enfin, c'est à ce moment-là, ce procédé cinématographique, je trouve, est vraiment à sa place, quoi. Ça nous rend un peu bizarre, nous aussi. On a l'impression de vivre la scène en même temps que Claire, pour le dire franchement. Et dernière chose, dans mes impressions générales, j'en reparlerai certainement lors de mon top, juste après. Mais c'est ce jeu de contraste de couleurs. Lorsque nous sommes au XXe siècle, ce sont des couleurs très délavées, presque passées. On l'avait déjà remarqué dans les autres épisodes, je ne l'avais pas dit, mais j'en profite parce que là, on s'en rend d'autant plus compte qu'on ne fait que de passer entre XVIIIe et XXe siècle. Et à l'inverse, le XVIIIe est lumineux, coloré. Enfin, voilà, et c'est là que la vie se passe, en fait, et que l'action se passe de manière générale. Alors dans cet épisode, j'ai facilement trouvé mon top et mon flop, et je vais d'abord vous parler de ma scène, la scène que j'ai le moins appréciée, et c'est une scène que je trouve un peu facile, en fait. Lorsque les hommes du clan Mackenzie s'en vont et chevauchent après l'attaque par les tuniques rouges, donc Jamie explique à Claire qu'elle doit rester dans la forêt, si vous vous souvenez, pendant que lui et les autres hommes du clan vont à la rencontre du fameux Aurochs. Donc Jamie laisse Claire avec Willy. Et Willy, on l'a appris dans les épisodes d'avant, c'est le plus inexpérimenté, puisque dans l'épisode où on fait la connaissance de Ned Gowan, on apprend par la voix de Ned qu'en fait Willy est en train de se faire bisuter. Donc voilà, c'est un tout jeune combattant guerrier dans le clan Mackenzie. Et je trouve ça vraiment trop téléphoné qu'on laisse finalement l'homme le plus inexpérimenté pour rester avec Claire toute seule, alors qu'on sait que Fort William n'est pas loin, qu'il y a des tuniques rouges déserteurs qui rôdent, enfin. Et bien sûr, Willy, crédule, se fait semer par Claire. Enfin, c'est juste tellement téléphoné que je trouve qu'on aurait pu faire ça autrement. Et puis en la contrepartie, ma scène préférée, mais je pense que c'est sans doute la vôtre à vous aussi, c'est cette scène où Claire et Frank montent tous les deux vers la colline de Cred Nadoun, et où on a des plans séquences qui alternent entre la montée de Claire, la montée de Frank, Frank près des pierres, Claire qui arrive, il s'appelle. Et tout ça est fait de manière très linéaire, très lisse. On a vraiment l'impression que c'est juste un mouvement de caméra, voilà, qui nous fait voir Claire montant, et puis on repasse à Frank. Alors là aussi, j'en parlais juste avant, on fait bien la distinction puisqu'on a ces contrastes de colorisation, de couleurs qui sont vraiment très très nets. Cette scène est vraiment très belle, et on est plein d'espoir, on est en tension. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais la musique qui accompagne la montée de colline par Claire, c'est celle du premier épisode, la danse des druidesses sur la colline. Donc c'est un joli clin d'œil, et ça nous remet bien dans l'ambiance. Enfin, moi, cette musique m'avait complètement transportée au premier épisode, et là on la retrouve. Et voilà, on est plein d'espoir jusqu'au moment où Claire va quasiment poser ses mains. On se dit ça y est, elle va pouvoir y aller. Et bim, non. Mais ça, on en parle après. Alors, concernant cet épisode, j'ai trouvé intéressant d'approfondir 4 thèmes principalement. Alors le premier, bien sûr incontournable, c'est le personnage de Frank, qu'on n'a pas eu l'occasion de bien développer jusqu'à là. Ensuite, je m'attarderai sur cet épisode en 2 temps pour Claire et Jamie. Bien sûr, je reviendrai aussi sur la confrontation entre Claire et Blackjack Randall. Et enfin, je vous parlerai de tous ces petits détails qui égrènent l'épisode et à côté desquels on peut peut-être passer. Je commence par le personnage de Frank. Donc bien sûr, c'est un épisode important pour ce personnage, et il a été très clairement pensé pour
pour développer ce personnage. Et je le disais en introduction, on ressort de cet épisode avec beaucoup d'empathie pour lui. On voit bien qu'il recherche sa femme sans relâche. Alors on comprend que ça fait 7 semaines que Claire a disparu et il ne s'est pas arrêté de la chercher. Alors il a de l'aide, le révérend Wakefield. Et puis ils ont une base arrière avec ce bureau dans lequel sont collectées toutes les coupures de presse et toutes les informations que l'un et l'autre ont pu recueillir. La scène d'ouverture, lorsque Frank est dans le commissariat, on sent qu'il est tout en maîtrise de ses nerfs. Il écoute très calmement l'agent de police en face de lui, mais il ne peut malgré tout se résoudre à la seule explication qui semble se dessiner, c'est-à-dire que Claire serait partie avec un autre homme. D'ailleurs, à l'évocation même de cette hypothèse, c'est là où il sort de ses gonds, c'est là où il maîtrise plus ses nerfs. C'est juste pas possible pour lui. Alors Frank est tellement désespéré qu'il en oublie d'être prudent. Donc ça, je pense bien sûr à la scène où il se fait alpaguer par Sally, donc cette jeune femme dans le bar, qui est bien sûr à la recherche avec ses complices de la prime. C'est d'autant plus étonnant de la part de Frank que il a été agent des services secrets pendant la guerre et donc il doit être forcément rompu à détecter des coups fourrés. Là, visiblement, il a été bien imprudent. Alors, il a sans doute été une cible facile pour ces malotrus, puisque c'est vrai qu'il nous apparaît comme un gentleman, plein de bonnes manières, bien habillé. Alors, donc, il a dû attirer les mauvaises intentions. Moi, ce qui m'a gênée dans cet épisode, c'est sur la scène de sa bagarre à lui, donc sous la pluie, dans une ruelle étroite de nuit, j'ai retrouvé du Black Jack Randall en lui et c'en était très, très effrayant. Cette façon qu'il avait de s'acharner et sur l'homme à terre. Donc là, je fais un parallèle à la scène dans l'épisode Le commandant de la garnison où Claire est au sol et où elle prend des coups de pied. Et puis le moment où il a failli étrangler la jeune femme. Alors bien sûr, ce qui le différencie de Black Jack, c'est que lui, il a su s'arrêter à temps. Pour autant, il y a des mimiques, cette façon aussi qu'il a de se tenir la tête quand il sent que c'est pas la vérité. Black Jack Randall fait la même chose. Bon, voilà. Alors malgré tout, Frank reste un homme, un gentleman. Et lorsque Madame Graham lui explique sa théorie, il est poli avec elle. C'est-à-dire qu'il ne balaye pas sa théorie de manière trop brutale. Il lui dit juste que ce n'est pas ses croyances à lui. Et il ne dit pas que ce n'est pas possible et que ça n'existe pas. Oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est lorsque... ça fait un parallèle entre Black Jack et Frank. C'est lorsque le révérend Wakefield parle du bien, du mal, comment se situer. Et le révérend explique à Frank que ce n'est pas sur une mauvaise action qu'on peut dire qu'on est un homme foncièrement mauvais. Ça, c'est ce qui fait toute la différence, bien sûr, avec Black Jack. Et puis enfin, ce qu'on peut dire, c'est que Frank, malgré le fait qu'il ne prête pas beaucoup de crédit à la version de Madame Graham, au moment où il a décidé de partir, donc là il rentre à Oxford, il passe devant le panneau Craig Nadoun et il s'arrête quand même. De toute façon, je pense que il n'a rien à perdre, donc il essaye. Et lorsqu'il est sur la colline et qu'il appelle Claire, là vraiment, on a envie de pleurer avec lui. Il est touchant. Alors bien sûr, Tobias joue ça à la perfection. Et on sent tout le désespoir de cet homme qui finalement, là, fait quasiment un trait sur les recherches de sa femme et donc fait un trait sur sa femme. C'est vraiment très très triste et alors d'ailleurs je me demande si lui aussi d'ailleurs doit se demander s'il a vraiment entendu Claire ou si ce sont des hallucinations et ça en tant que spectateur on ne peut pas le savoir. Lorsqu'on observe les interactions entre Claire et Jamie dans cet épisode, on voit que vraiment l'épisode est coupé en deux.
Dans un premier temps, on a donc cette lune de miel, je vais l'appeler comme ça, et puis après le quasi-viol de Claire par la tunique rouge, on entre dans une autre phase de la relation. Alors, au départ, c'est vrai qu'on est dans une atmosphère assez joyeuse, parfois romantique. Il y a des scènes, de nombreuses scènes de tête-à-tête entre Claire et Jamie. Et on sent que Claire entre bien dans son nouveau rôle de femme tout juste mariée. Des petits bisous par-ci, des câlins, des rapports sexuels, des mains qui se touchent, une grande proximité entre les deux. Le souci de l'autre, le regard vers l'autre, toujours ces regards. Et même après la scène de bagarre entre les hommes du clan Mackenzie et les hommes du clan Grant, on sent que ça n'a pas entaché cette atmosphère joyeuse, joviale. Claire, visiblement, s'amuse. Et d'ailleurs, ça contraste beaucoup avec ce qu'on observe de Frank, bien sûr, au XXe siècle. Et puis, il y a une rupture, donc c'est évident, il y a un gros traumatisme après. C'est une scène très violente. Claire a quasiment été violée. En tout cas, ils ont été attaqués. 2 hommes sont morts à ses pieds, quasiment. Et là... alors on a d'une part Jamie bien sûr qui s'en veut beaucoup, qui se reproche de ne pas avoir pu défendre sa femme. Il s'inquiète pour Claire bien sûr, mais Claire de l'autre côté est en état de choc et on sent, et elle le dit, qu'elle est en colère. Certainement pour 2 raisons. D'une part parce que Jamie n'a pas pu la protéger, et d'autre part, ça elle le dit par la suite en voix off, elle est en colère contre elle-même. Et ce qui fait qu'elle est seule, en fait, après cette scène, et d'ailleurs, c'est bien illustré à l'écran, elle est seule et puis elle s'isole. Et donc cet événement, cet incident, gros incident, marque le premier désaccord entre Claire et Jamie. Et d'ailleurs, lorsque Jamie veut qu'elle reste seule à l'attendre dans la forêt, enfin pas seule avec Willy, à l'attendre dans la forêt, il lui fait promettre de bien rester en place, et Claire lui rétorque qu'il ne faut pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Et ça fait écho à la promesse de l'épisode du mariage où Jamie lui a dit que Claire pourrait bénéficier de la protection de son clan et de son corps si nécessaire. Là, sur l'épisode des tuniques rouges, il n'a pas su être à la hauteur de cette promesse. Et si on se souvient aussi, c'est Gaylis qui avait dit à Claire que dans les Highlands, une promesse n'est jamais faite à la légère. Donc voilà, on se retrouve avec un premier désaccord assez fort et assez franc entre Claire et Jamie. Et autant on la sent hésitante dans le livre, alors j'anticipe un peu la future rubrique, on sent Claire hésitante dans le livre à repartir vers les pierres et à abandonner Jamie. D'ailleurs, dans le livre, elle se l'imagine refaire sa vie avec Lyrie et elle en pleure, tellement ça lui plaît pas. Là, on sent moins son déchirement. Une fois qu'elle a vu les pierres, elle a quasiment pris sa décision immédiatement. J'en arrive à la confrontation de Claire et Blackjack Randall. Et c'est vrai qu'au moment où Claire se fait rattraper par les tuniques rouges, on commence presque une nouvelle histoire. Et c'est assez ironique parce qu'au lieu de retrouver Frank de l'autre côté des pierres, Claire retrouve Blackjack Randall dans son bureau de Fort William. Alors c'est étonnant, hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais moi quand j'ai vu les tuniques rouges débarquer sur la colline, je me suis dit mais ils sortent d'où ceux-là? Et au final, après réflexion, c'est logique qu'on ne les ait pas vus arriver puisque on est à travers les yeux de Claire et elle est toute tendue vers un seul objectif, c'est le haut de la colline, les pierres levées, et elle voit absolument pas ce qui se passe autour d'elle. Et donc nous, en tant que spectateurs, on est comme elle, on voit pas ce qui se passe autour. Donc Claire est emmenée dans la calèche, elle sait parfaitement où elle va et elle utilise le temps de transport pour élaborer son plan. Alors on retrouve bien là notre Claire pleine de ressources et voilà, elle sait se souvenir de ce que lui a dit Frank à propos de ses ancêtres et elle va s'en servir. Alors c'est vrai que dans un premier temps, devant Blackjack, elle lui tient tête, encore une fois, hein, une forte personnalité. Elle le nargue un peu.
Mais on voit bien dans ses yeux qu'il y a une peur qui ourdit dans son ventre. Elle est quand même pas très, très rassurée. Il y a cette scène énormissime où elle refait la cravate de Blackjack. Ils sont en telle proximité. Pour moi, c'était tendu, cette scène. Et à ce moment-là, Claire mène vraiment le jeu. Je me suis dit, tiens, elle pourrait bien lui serrer fort la cravate autour du cou, histoire de l'étrangler. Enfin bref, j'ai rêvé. Mais c'est là où ça bascule. Et ça bascule encore une fois parce que Claire ne sait pas se taire. Elle aurait pu esquiver cette question sur la femme du duc de Sandringham, et non. Elle a voulu aller trop loin dans son jeu et elle a encore une fois perdu. Donc elle se retrouve avec son corset défait. Et là, moi, ça m'a fait penser à la scène de l'épisode 2 dans le flashback de Jamie, lorsqu'il raconte comment Blackjack avait un peu violenté sa sœur, Jenny. On avait un peu des images similaires de corset défait, de poitrine à l'air. Et c'est vrai qu'à partir de là, la tension est quand même à son comble. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Moi, on n'anticipait pas. Enfin, il aurait pu la blesser avec son couteau, lui découper le sein. Enfin, on sait que Claire est seule à ce moment-là. On sait que les hommes du clan Mackenzie sont loin, théoriquement. Comment pourrait-il savoir qu'elle est là ? Et puis d'un coup, Jamie apparaît, tel un sauveur. D'où il sort ? Comment il sait qu'elle est là ? À Fort William. Et puis précisément dans cette pièce, ça, on le saura peut-être après par ces mots. Et alors, ça se termine par ce sourire de Blackjack Randall où, enfin, il est content que Jamie ait débarqué. Peut-être c'est ce qu'il attendait, en fait. Et bim, fin de l'épisode, gros cliffhanger. Alors, je me suis renseignée lors de la diffusion de la saison 1 aux États-Unis. Ça a été fait en 2 temps. Et donc, ils ont coupé la saison en 2 parties, épisode 1 à 8. Et donc là, l'épisode 8 marquait la fin de la première partie de diffusion. Et les fans ont dû attendre quelques mois avant de pouvoir avoir la suite. D'où cette volonté de terminer sur un cliffhanger. Et qui est plutôt bien choisi. Enfin, je voulais vous parler de tous ces petits détails sur lesquels on peut facilement passer, mais qui m'ont semblé intéressants à être relevés là pour cet épisode-là, parce qu'il y en a plusieurs. Donc le premier, c'est la libellule qui est prisonnière de la pierre d'ambre que Hugh Monroe offre à Claire lorsqu'ils sont au sommet de la colline. Donc je suppose quand même que la plupart d'entre vous le savent, mais le titre du 2e tome de la série Outlander, des romans, c'est Dragonfly in Amber, et la traduction, c'est une libellule dans l'ambre. Alors chez nous en France, ça a été traduit par le talisman, mais voilà, cette libellule enfermée dans la pierre d'ambre a évidemment beaucoup d'importance dans le tome 2 et dans la saison 2. On le découvrira plus tard. Autre petit détail que vous avez peut-être relevé aussi, c'est la première fois que le mot Lallybroch est prononcé dans cet épisode. Et là, c'est quand Jamie sent qu'il y a un espoir de peut-être retourner chez lui à Lallybroch, une fois qu'il aura rencontré Aurochs, qui va peut-être le disculper. Et il explique à Claire qu'ils pourront rentrer ensemble et qu'elle sera la lady de Lallybroch. Autre petit détail, vous l'avez peut-être vu aussi, je mets des images, c'est le tableau de recherche du révérend Wakefield dans sa maison, avec toutes les photos, les coupures de presse. Alors bon, bien sûr, dans le roman, à ce moment-là, dans le tome 1, il n'est pas du tout fait évocation à ça, puisqu'on ne parle pas du tout de Frank. Mais dans le chapitre 2 du talisman, justement, il est décrit, ce tableau. Alors, il est d'ailleurs beaucoup plus grand, ça prend tout un pan de mur, c'est un tableau en liège.
Mais voilà, je trouve ça bien qu'on le retrouve et puis qu'on fasse des petits parallèles comme ça. Autre petit détail, moins fun celui-là, l'arme que Frank utilise pour se battre dans la ruelle, il sort une arme de sa poche au moment où il se fait attaquer. Alors ça va très vite, on voit pas très bien. J'ai essayé de faire des arrêts sur image, mais c'est très flou, ça a pas bien marché. Mais je me suis documentée et j'ai découvert que cette arme, dont je vous mets une illustration, s'appelle un blackjack. Alors c'est l'ancêtre des matraques probablement ou d'autres armes d'arts martiaux. Ça peut faire très très mal. Autre détail, lorsque Frank repart en voiture, lorsqu'il quitte la maison du révérend Wakefield, à la radio, il y a les infos et on apprend la mort du général Patton. Donc c'est un général anglais qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale et qui malheureusement est mort quelques mois après la fin de la guerre dans un accident de voiture. Et cette mort est intervenue le 21 décembre, donc ça contextualise aussi le moment où se passe l'histoire dans le XXe siècle. Et je trouve que c'est intéressant de noter, 21 décembre, en fait, c'est le solstice d'hiver. Pour nous, c'est le jour de l'hiver. Et donc, par rapport aux croyances et aux traditions, en rapport avec le cercle de pierre, c'est potentiellement un jour où les pierres sont ouvertes. Donc, vous voyez que Claire n'est pas passée loin de pouvoir retraverser à nouveau les pierres. Détail en forme de clin d'œil, cette fois-ci, c'est la présence du petit garçon, le petit Roger, qui a une bouille adorable, soit dit en passant. Et en fait, je dis un détail qui paraît anecdotique, mais en réalité, pas franchement et pas forcément. Donc on le voit 2 fois, dans une première scène où il apporte les biscuits et le thé avec Mrs. Graham, où il a un petit dialogue. Et puis, un peu plus tard, lorsque Madame Graham explique à Frank sa théorie sur la disparition de Claire, subitement, on voit surgir Roger à la porte. On ne sait pas trop bien depuis combien de temps il est là, ce qu'il a entendu, ce qui lui en restera, parce qu'il n'a pas l'air quand même très âgé. Alors on sait tous et toutes que Roger, bien sûr, aura un rôle important dans les futures saisons de la série. Et on peut se demander à quel point ce qu'il a pu entendre là peut influencer ses pensées futures. Et puis enfin, autre petit détail, énorme détail dans l'épisode, c'est la musique et tous les thèmes musicaux associés à chaque personnage qui reviennent au moment où ils nous sont présentés. Et là, je trouve que c'était assez net, puisqu'on a Frank dans cet épisode, et on a retrouvé le thème qu'on avait au premier épisode. De même pour le thème de la danse des druidesses, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. En fait, ça donne vraiment du corps à cette série. Quand on prend conscience de tout ça, on se dit que vraiment, on nous a fait une belle série. Cet épisode 8 est basé sur quasiment 3 chapitres et demi du roman de Diana. Et évidemment, là, il y a une énorme différence. C'est que, bien sûr, on n'a pas le point de vue de Frank dans le roman, puisque tout est vu par Claire. Donc ça, c'est une écriture intégrale de la part des auteurs. Mais je l'ai déjà dit, c'est vraiment super qu'on ait découvert le personnage de Frank. Ça aurait pas été... dans le livre, Diana peut pas se le permettre, puisque son choix de narration lui interdit, en fait. Les seuls moments où on entend parler de Frank, c'est par la voix de Claire ou quand elle y pense. Mais bien sûr, on ne sait pas du tout ce qu'il fait pendant ce temps-là. Alors sinon, au niveau des autres différences, ce qu'on peut relever déjà, c'est qu'un chapitre entier du livre n'a pas été traité du tout dans l'épisode. Alors pour les lecteurs, c'est le chapitre sur le cheval d'eau. Donc c'est une espèce de créature mythique ou mythologique qui m'a fait penser, moi, un peu, quand je l'ai lu, au monstre du Loch Ness. C'est vrai que je pense que ça n'aurait pas eu sa place là dans l'épisode. Ça aurait introduit de la magie, alors que on va pas aussi loin dans l'aspect magique des choses
chose, bon, même si évidemment, le simple fait de passer à travers les pierres, c'est accepter un peu de magie, mais de là à voir le monstre du Loch Ness, franchement, je pense que voilà, c'est bien qu'ils aient laissé ça de côté. Les autres différences sont pour la plupart minimes. La libellule qui est coincée dans l'ambre est offerte à Claire par Hugh Monroe aussi, mais un peu plus tard, c'est pas tout de suite à leur première rencontre. Claire découvre la pierre un matin en se réveillant, elle est posée à côté d'elle avec un petit mot en latin. D'ailleurs ça, on l'a pas dans la série, et c'est dommage parce que le petit mot est plein de charme, je vous le mets. Enfin, je vous mets la traduction en français, bien sûr. À la place, lorsque Claire rencontre Hugh pour la première fois, il lui offre un lapin. C'est pas tout à fait pareil. Dans le roman, il y a plus de scènes de sexe sur ce passage-là. Donc bon, même si, bien sûr, on en a de très belles dans la série, s'il avait fallu les mettre toutes, ça aurait fait franchement beaucoup. Et ça n'apporterait pas grand-chose voilà, au fil de narration. Donc laissons-les de côté et allons les relire dans le roman. Autre différence, ce n'est pas Angus qui montre le maniement du couteau à Claire, c'est Rupert. Alors c'est vrai que Rupert occupe un plus grand rôle dans le roman. Angus, on en parle très peu, il est juste évoqué. Donc voilà certainement un choix. Si Angus a été choisi pour nous faire cette scène-là à l'écran, c'est parce que je trouve qu'il endosse vraiment le rôle du petit drôle. Et là, pour le coup, il prenait un rôle plus sérieux et c'est bien, c'était bien. Juste après l'attaque et le quasi-viol de Claire par les tuniques rouges, l'état de choc de Claire se traduit par un rire nerveux. Enfin, elle rit tout le temps. Alors là encore, j'ai entendu Ron Moore parler de ça. Alors bien sûr, lui, il est très au courant de ce qu'il y a dans les livres, il n'y a pas de souci. Et quand il choisit de s'en détacher, c'est toujours pour de bonnes raisons. Et là, il expliquait qu'en fait, ça aurait fait trop et c'est pas facile à jouer et à jouer juste, en fait, un rire nerveux. Donc, il l'a fait autrement. Bon, on s'en plaint pas. On s'en plaint pas. Au moment où Jamie laisse Claire dans les bois avec Willy, donc c'est également le cas dans le roman. Enfin, Claire est seule même, je crois, mais il est beaucoup plus menaçant vis-à-vis d'elle, et notamment quant aux conséquences d'une éventuelle désobéissance de Claire. C'est très explicite dans le roman. Je vous mets l'extrait, vous lirez, et ceux qui ont déjà vu les épisodes suivants, bien sûr, ça fera forcément écho. Et on en reparlera dans l'épisode 9. Dans le roman, Claire est aussi beaucoup plus partagée dans l'idée de partir, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, dans l'idée de partir et de laisser Jamie. Je vous remets l'extrait, même si j'en ai parlé juste avant. Elle imagine Jamie refaire sa vie avec Lyrie, enfin bref. Voilà, alors que dans la série, là, pour le coup, une fois que sa décision est prise, elle y va. Claire, dans le roman, n'arrive jamais aux pierres. Elle monte même pas la colline parce qu'avant ça, elle a une espèce de rivière à traverser et en fait, elle tombe dans l'eau. Et avec ses jupes et ses jupons et compagnie, bien sûr, elle se fait aspirer. Alors, elle se débat, elle s'en sort et elle est finalement sortie de l'eau par les Anglais. Qui l'emmène bien sûr directement chez Blackjack. Et lorsqu'elle se retrouve dans le bureau, il y a toute une description qui là encore n'est pas dans la série, où elle s'amuse avec les perruques de Blackjack à mettre, je sais plus, du sable dedans, enfin un peu à traficoter tout ça. Beaucoup de mesquinerie. C'est une scène qui avait été tournée par le réalisateur et qui finalement n'a pas été gardée parce que c'était assez long et puis et c'est vrai qu'on n'en avait pas besoin. L'actrice fait passer tellement de choses par les yeux que son petit air narquois et puis affolé en même temps est très bien joué par Kate, donc on n'avait effectivement pas forcément besoin de la mesquinerie en acte.
C'est vrai qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur cet épisode. J'ai choisi de ne garder que l'essentiel, mais si vous voulez échanger avec moi sur des détails que vous avez remarqués, que je n'ai pas soulevés, ou approfondir certains éléments dont j'ai parlé, surtout venez m'en parler sur la page Facebook Outlander Addict. Je réponds aux messages au moins une ou deux fois dans la journée, je me connecte. Donc n'hésitez pas à venir en parler avec moi, ça me fera très plaisir et ça nous enrichira mutuellement. À très bientôt!